parti, Ouais. allons-y. Et ma première question, c'est comment est-ce que tout ça, ça a un peu commencé le dessin? Bah, au départ, quand j'étais gamin, j'étais fasciné pour la bande dessinée, mais aussi pour les cinémas et tout ça. Donc à l'époque, le cinéma, c'était totalement impossible. C'était l'époque avant les vidéos et tout. Donc j'avais une caméra Super 8, et ça coûtait une fortune. Chaque 3 minutes, il fallait tu vois, envoyer ça au laboratoire, etc. Ça coûtait vraiment une fortune. Et en plus, pour faire un film, tu avais besoin des gens. Ouais. Et moi, mes potes, ils étaient bien plus intéressés à jouer au football et d'autres choses qui m'a aidé à raconter mes histoires. Donc forcément, je me suis forcé à un beau dessin qui était la façon la plus facile de pouvoir arriver à raconter mes histoires. Donc voilà, j'ai beaucoup dessiné tout seul dans mon coin, Ouais. tout triste, pendant que les autres jouaient au football, entre autres. Et j'ai appris un peu à dessiner. Voilà. Donc j'ai fait des études de beaux-arts. Et au un moment, je me suis dit, bon, il faut dépêcher. Et je trouve un éditeur ou quelque chose pour commencer à travailler, parce que sinon je suis condamné à faire des oppositions pour devenir un prof, chose qui n'était pas dans mon programme. Et alors je suis fait les tours des éditeurs espagnols qui m'ont tous largué de ces bourreaux. Sauf un qui m'a largué, mais avec un conseil. Et ça, il y a une frange. Ouais. C'est qui, avec l'inconscience des mayonnaises, je ne me rendais pas compte qu'il voulait dire pas te faire foutre directement, mais d'une façon bien polie. J'ai cru, et d'une façon inconsciente, très naïve, je suis allé à Angoulême avec mon book. Et là, j'ai rencontré aussi par hasard un autre con comme moi, qui avait sûrement passé sa jeunesse à dessiner des petits Mickey dans son coin, sans jouer au football et tout ça, sauf que lui, c'était Johannes Parr. Mais Johannes Parr, les Johannes Parr des 20 et quelques années, qui était débutante, et qui je pense qu'il n'avait pas très foi dans son dessin, qui était un peu bizarre à l'époque, il reste encore un peu bizarre. Quand même, il n'avait pas de foi sur ses espoirs à devenir un auteur complet, donc il se disait pourquoi pas essayer à être scénariste, peut-être avec cet esprit que j'ai trouvé ici même. Donc voilà, on a commencé à travailler ensemble, on a présenté des projets chez Delcourt, et à partir de là, on a fait une carrière, on va dire. Il y a une rencontre aussi importante, c'est Jean-David Morand. Bien sûr. Comment ça s'est fait, ça? C'est via Johannes Parr. Je pense que Johannes Parr, il est très gentil, c'est un mec très aimable. Donc il avait vraiment très envie de se débarrasser de moi, il ne savait pas comment faire. C'était un peu comme l'éditeur de tout à l'heure. Et alors il m'a présenté Jean-David Morand, ce qui peut-être c'est une façon aussi à dire de faire foutre tant de fois. Et Jean-David Morand, à l'époque, il venait tout juste de sortir les premiers sillages avec Philippe Boucher. Je me souviens de les avoir rencontrés à Paris, dans une librairie Alboum. Et le livre, il était chaud bord, tellement ça faisait longtemps qu'il venait de sortir. Et voilà, ils étaient rapidement séduits. Déjà pour le dessin du premier sillage, qui était très très frais, très séduisant, très sympathique, et aussi pour les scénarios. Donc voilà, à partir de là, on a commencé à bosser. En termes de travail et de dessin en lui-même, alors d'abord, quand tu étais petit en Espagne, qu'est-ce que tu faisais? Tu recopiais des comics, ou c'était quoi un petit peu tes héros, tes influences? Ouais, moi je pense sincèrement que c'est une base génétique bien franco-belge à la base. Donc c'était un peu Astérix, tous les grands classiques de la bande dessinée franco-belge. Bien sûr Giraud, Moebius, la bande dessinée de Metal Harland dans les années 80, qui s'est publié aussi à l'Espagne, tout ça fait quelqu'un qui a un dessin qui est très Frenchy, mais pas trop. Donc voilà, c'est bon. Et alors, qu'est-ce que chacun t'a apporté, que ce soit travailler avec Johannes Parr, avec Jean-David? Chacun apporte énormément, effectivement. Déjà, j'essaie d'apprendre beaucoup de chaque collaboration que j'ai. Je pense que faire une collaboration dans n'importe quel domaine, mais particulièrement en bande dessinée, c'est toujours un exercice de rapprochement avec quelqu'un d'autre, pour essayer à faire un travail ensemble qui donne les miens de chacun. Donc avec Johannes Parr, j'ai peut-être appris justement
à ne pas prendre au sérieux rien, et que tout était susceptible de blagues et de rigolades, ce qui c'est une bonne attitude. Et avec Jean-David, j'ai appris par contre qu'il fallait quand même un minimum de rigueur pour, pour que la rigolade ne parte pas à n'importe Complètement quel partout. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de science-fiction, enfin beaucoup d'imaginaire, quoi. Pas mal de fantaisie, un peu de fantastique. C'est naturel chez toi ou c'est encore le hasard des rencontres, quoi? Disons que moi j'ai un penché naturel pour les fantastiques, pas forcément sur la SF, qui m'intéresse peut-être moins. Ça m'intéresse en tant que lecteur et en tant que spectateur, mais pas en tant qu'exécutante directement. Peut-être un jour je ferai quelque chose de SF. Chose que j'ai pas fait jusqu'à la date parce que j'ai fait difficile quand elle était gamine. C'était un gamine à la famille, donc c'est pas trop SF. Mais j'ai un penché pour les fantastiques parce que je trouve que les genres fantastiques c'est porteur de poésie par l'image. Ouais. Tu vois, dans les genres la grande image du genre fantastique dans le cinéma, l'image de Frankenstein qui est en train de jouer aux fleurs avec la toute petite, c'est une icône visuelle, ça porte une poésie extrême, les monstres qui est avec l'innocence, etc. Je trouve que ça, c'est parfaitement naturel dans un registre dramatique, fantastique, mais que. Donc voilà, que c'est de la pure poésie. Quoi. Ça m'intéresse. On parle de la dernière série. Comment est née un petit peu l'idée du projet? Et puis tu es un scénariste connu. Bon, Fraternity, on parlait donc de Fraternity, qui a été écrite par Juan Diaz, le scénariste de la très connue série Black Sad. Pourquoi pas vous présenter Black Sad maintenant, mais bon, s'il y a quelqu'un qui ne la connaît pas, c'est parce que sûrement il habite en Mars, justement. C'est le lecteur de Mars. Juan et moi, on s'est connus au fil des rencontres successives. Je l'ai croisé, il venait aussi de sortir son premier Black Sad. On s'est rencontrés à Angoulême et on a bientôt sympathisé. J'ai trouvé déjà son attitude très saine, très humble par rapport à les phénoménal succès que Black Sad a importé et que s'est bougé déjà à l'époque qu'il allait avoir. Et moi, ça m'attire. Ouais. Parce que ça démontre déjà une intelligence qui est remarquable. Quelqu'un qui est capable de ne pas prendre trop à sérieux son propre succès, son propre mythe. C'est déjà très très bien. Je l'ai vu grandir au fil des albums de Black Sad. Il a grandi en tant que scénariste. Le premier album, c'est une enquête sans plus. Et ça commence à avoir de plus en plus de couches psychologique, au niveau de la structure du récit, comment on s'est joué avec tout ça. Et comme on rigolait beaucoup, à chaque fois qu'on se rencontrait au festival, c'était plus ou moins naturel qu'un jour on fasse un concept. Donc on s'est dit, c'est pas où, mais un jour on s'est dit, faisons un truc, on a commencé à parler un peu comme ça, et elle a dit, fais-moi un western. Un western fantastique. Effectivement, il a fait un western sans cowboys, mais fantastique. Donc voilà, c'est comme ça. Et l'idée même de cette communauté un peu utopiste, c'est lui qui l'a apporté. Ouais, c'est lui qui, au cours de ses recherches documentaires, à l'heure d'affronter les scénarios, il a trouvé cette expérience utopique, pré-socialiste, qui est taillée paradoxalement née aux États-Unis, qui est le verset du capitalisme. Ça a déjà été un paradoxe très intéressant. Et maintenant, pendant la guerre de sécession, c'est-à-dire qu'on a une guerre entre des frères, une guerre entre un seul pays qui se met en guerre lui-même, etc. Donc tout ça a donné déjà un côté lecture sur les récits automatiques. Et voilà, il a commencé à tirer au fil et à l'histoire. Comme t'as eu ton mot à dire dans le scénario? Si, toujours. Ouais. C'est inévitable. On ne peut pas dessiner au dicté. Ouais. Mais bon, j'essaie d'être respectueux avec les scénarios, toujours. Ça dépend de la personne, j'y participe plus ou moins. Par exemple, dans Les Signes de la Lune, c'est un bouquin de noir et blanc qui est sorti juste avant, aussi un bouquin fantastique aussi. J'ai beaucoup participé dans les scénarios. Ouais.
Là, j'ai participé un peu moins, mais j'ai aussi participé. Par exemple, en rajoutant du mélodrame au récit. Parce que Juan, il est très calme, très froid comme scénariste. Ça passe très bien avec Juanjo, parce que comme Juanjo, c'est de l'expression brutale, de cartoon. Ça colle très très bien. Et là, je pense qu'on a bien travaillé ensemble aussi, parce que j'ai rajouté un peu de mélodrame assez opéristique à l'histoire. Il y a une créature, sans trop en dévoiler. Alors c'est toujours la question un peu au dessinateur, est-ce qu'il faut montrer ou pas montrer? Comment tu t'en es sorti de ça? Bonne question. À mon avis, il faut montrer le minimum possible. Ouais. Mais inévitablement, c'est la grande avantage du cinéma par rapport fantastique par rapport à la bande dessinée fantastique, c'est que dans la bande dessinée, tu es dans un milieu qui fixe les images. Tu vois, la bande dessinée, le cinéma, c'est une narration qui se passe dans le temps, donc tu peux contrôler le temps. Mais la bande dessinée, c'est une narration qui se passe dans l'espace de la planche. Et là, tu n'as pas de contrôle sur le temps. Donc forcément, si tu fais un dessin et que le lecteur il peut lire, il peut regarder exactement ce que tu as dessiné, il va passer peut-être 3 minutes à regarder comme c'est la créature. C'est pour ça que j'ai fait une créature sans donner trop d'indices. C'est une créature qui ne sait pas trop quoi dire. C'est vraiment une créature qui n'est pas totalement monstrueuse, on dirait un cheval un peu des poilus, un peu bizarroïde, mais toujours. Et ça y en a l'air sur une certaine synthèse graphique, pour pas trop dire, dans la créature. Que c'est la même stratégie peut-être qu'au cinéma on pourrait avoir si on montrait, comme dans les premiers aliens de Ridley Scott, que brièvement la créature, toujours dans les sombres, etc. Le mieux c'est toujours de pas beaucoup montrer, en général. Tu reparles de cinéma, c'est toujours une envie par rapport au numérique? C'est une influence, c'est une grandissime influence, mais pas un ennemi. Moi, la bande dessinée, elle comble suffisamment mes envies en tant que narrateur visuel, on va dire. Le cinéma, la réflexion, c'est un peu casse-couille, j'imagine. Faire un film, t'imagines, trouver la financiation énorme pour faire un film. Pour faire une bande dessinée, il faut presque rien. Un éditeur qui paye des cacahuètes, c'est pas très cher et tu peux faire n'importe quoi. Au cinéma, tu vas convaincre, créer les investisseurs, c'est la folie. Après, tu dois travailler avec 200 personnes, mettre tout dans l'ordre. Quel bordel. Non. Tu as une carrière française, on peut dire ça maintenant, Si, et en Espagne. Comment ça se passe? je suis traduit. Tu es traduit? Je suis traduit là. Et alors comment ça se passe la BD en Espagne pour nous qui par rapport à la BD en France et en Belgique, disons que les rapports c'est de 1 à X au niveau des ventes. D'accord. Donc c'est un petit marché, un tout petit marché, très vivant, très riche, très créatif, où chaque année il y a des nouveaux auteurs très fortes, avec des choses inattendues et formidables, mais il n'y a pas vraiment un marché qui supporte cette créativité, on va dire naturelle qu'il y a dans les pays. Aller dans la librairie maintenant, c'est un plaisir, tu peux tout trouver, du comics au manga, en passant pour la bande dessinée franco-belge, la bande dessinée autochtone aussi. Mais par contre, au niveau industriel, au niveau des carrières, on va dire, on ne peut pas vraiment faire une carrière là-bas. Ouais, trop petit comme marché. C'est ça. Trop petit comme marché. Tout à l'heure, tu vas sans doute avoir le Grand Prix de l'imaginaire. Sans doute. Tu vas faire du montage. Ouais, je pense un peu. Est-ce que c'est important pour toi, ces récompenses et ces prix? Quelle valeur ça a tout ça? Les prix sont toujours importants parce que ça veut dire que ce que tu as fait quand même a une certaine valeur. Ouais. C'est toujours difficile à savoir si ce qu'on fait c'est valable ou pas. Il y a une référence au niveau des chiffres et des ventes. C'est des chiffres, c'est rien. Tu n'as vraiment pas un feedback. Donc avoir un prix, c'est toujours une sorte de confirmation que les mois que tu as employé à travailler, voire les années, sur l'histoire, on est en un certain sens. J'espère qu'on va l'avoir. Allez, dernière question, quels sont tes projets, sur quoi est-ce que tu travailles là? Maintenant j'ai fait un diptyque, c'est-à-dire un double album comme Fraternity, avec Jean Dufaux, le scénariste belge très réputé, scénariste de Murena, Jean,
enfin les complantes des landes vertes, etc. Et là, il m'a écrit un récit, un conte fantastique, noir, parce que lui, ses histoires sont toujours il a des passions très fortes, c'est un peu shakespearien, on va dire, de ce côté-là. Et bon, je viens de finir les premiers, je suis en train de travailler sur le deuxième, il sortira pour la fin de cette année, et on verra. D'accord, Voilà. très bien. Eh ben merci beaucoup. Valérie. Hop. Nickel. T'imagines s'il y aurait ça